Les gens viennent à Yellowstone pour sa beauté qui semble éternelle. Des millions de touristes viennent voir les geysers jaillir à heure fixe, les cascades rugir dans les canyons et les bisons errer dans les vallées comme des ombres du passé. Mais sous cette beauté de carte postale se cache une vérité cruelle et primitive qui n'est pas mentionnée dans les brochures. C'est une terre qui respire la chaleur d'un volcan endormi. Une terre où un acide capable de dissoudre les eaux bouillonne sous une croûte mince et fragile. Ici, la nature sauvage ne se contente pas de prendre la vie, elle la donne. Elle peut effacer toute trace de votre existence. C'est ici, dans cet endroit, d'une beauté trompeuse mais mortelle que Colin Scott, 23 ans, et sa sœur Sable sont arrivés le 7 juin 2016. Jeunes et pleins de vie, ils cherchaient un coin préservé pour vivre une aventure unique, loin des sentiers touristiques. Ils ne savaient simple pas que leur quête les mènerait à un point de non-retour. Ils ne se doutaient pas que, en moins d'une journée, Yellowstone effacerait l'un d'entre eux de la surface de la Terre, au sens le plus littéral et le plus terrifiant du terme. Colin Nathaniel Scott était un jeune homme de 23 ans originaire de Portland, dans l'Oregon. En mai 2016, il venait de franchir une étape importante de sa vie. Il avait obtenu son diplôme en psychologie avec mention à l'Université Pacifique. L'été s'ouvrait devant lui comme une toile vierge pleine de possibilités avant qu'il ne commence à travailler dans son domaine en septembre. C'était le moment de partir à l'aventure, et Colin a décidé de rendre visite à sa sœur Sable qui vivait dans le Wyoming. Il a fait ses valises, est monté dans sa voiture et s'est mis en route. Rendre visite à sa sœur était son objectif principal, et ils avaient prévu de passer une journée ensemble au célèbre parc national de Yellowstone. Le 7 juin, ils sont arrivés ensemble au parc, ont laissé leur voiture sur le parking et, comme des milliers d'autres touristes, sont partis explorer la partie la plus chaude et la plus instable du parc, le bassin de Norris Geyser. À un certain moment de leur promenade, ils avaient un objectif précis en tête. Ils ont décidé de quitter la passerelle en bois officielle et de trouver une source thermale isolée pour s'y baigner. Cette pratique, connue sous le nom de hot potting, est strictement interdite par le règlement du parc. Pourtant, les rumeurs concernant des bains naturels secrets ont toujours attiré les amateurs de sensations fortes. Leur premier pas hors de la passerelle en bois sur la terre blanche était un pas vers un autre monde. L'air y était chaud et estival, mais chargé d'une forte odeur de soufre. La croûte minérale craquait doucement sous leurs pieds, leur semblant aussi fiable et solide que de l'argile séchée. Ils avancèrent, s'éloignant de la sécurité et de la foule, s'enfonçant dans ce paysage étrange. Ils étaient entourés de nombreux panneaux d'avertissement et de plaques qui criaient littéralement le danger, l'instabilité de la roche et l'eau bouillante. Ils les virent, mais n'y prêtèrent aucune attention. Ces avertissements semblaient être destinés à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de moins prudent ou de moins chanceux. Sable sortit son smartphone pour immortaliser leur petite escapade secrète. À travers l'objectif de son appareil photo, Colin marchait devant elle, confiant et calme, avec en toile de fond des paysages surréalistes. Des ruisseaux orange vifs, des mares de boue bouillonnante et des colonnes de vapeur s'élevant silencieusement du sol. Ils avaient reparcouru environ 200 mètres. Chaque pas ne faisait qu'intensifier leur sentiment d'excitation et de privilège. Ils n'étaient pas seulement des touristes, mais des explorateurs sur le point de trouver leur récompense. Devant eux, au milieu du désert blanc, ils l'ont enfin aperçu. Un petit bassin parfaitement isolé, aux eaux bleues cristallines et invitantes. Ils se sont approchés du bord. La chaleur qui se dégageait du bassin était palpable, réchauffant agréablement leurs pieds à travers la semelle de leurs baskets. De près, la source était encore plus fascinante. Sa surface, lisse comme du saphir poli, reflétait le ciel bleu infini du Wyoming. À travers l'eau cristalline, ils pouvaient voir le fond, peint par la nature dans des couleurs irréelles, presque psychédéliques, allant du jaune vif à l'orange et au vert émeraude, comme l'œuvre d'un artiste abstrait. Les bulles légères et rythmées et les volutes de vapeur qui s'élevaient créaient une sensation hypnotique de paix. C'était un lieu secret et sacré, leur découverte personnelle. Sable, regardant cette beauté à travers l'écran de son smartphone, sentit leur petite aventure se transformer en un souvenir parfait. Elle photographia Colin en train d'enlever ses tongs et de poser son portefeuille à côté. Il se tourna vers elle, un sourire de joie pure et enfantine sur le visage. C'était le moment pour lequel ils étaient devenus ici. Il s'agenouilla, lentement, plein de curiosité et de révérence. Il se pencha au-dessus de l'eau, s'apprêtant à faire un geste simple et naturel, la toucher pour en évaluer la température. Autour d'eux régnait le silence, seulement rompu par la respiration calme de la terre.
À cet instant, l'illusion d'une sécurité totale et d'un contrôle absolu sur la situation atteignit son paroxysme. Le monde se fendit sous lui avec un bruit de porcelaine qui se brise. Un craquement sec et fragile déchira le silence, et la croûte minérale blanche qui semblait plus solide que la pierre s'effrita en poussière. Il n'y avait pas de glissade, aucune chance de s'agripper. Ce fut une trahison instantanée de la terre, une chute dans le vide. Pendant une fraction de seconde, le corps de Colin se figea dans les airs, son expression confiante remplacée par un masque de pure stupeur animale. Il jeta instinctivement ses bras en avant, essayant de saisir la réalité qui lui échappait, mais ses doigts se refermèrent sur de l'air chaud et humide. La gravité l'attira inexorablement vers l'avant et vers le bas, directement dans l'étreinte de la piscine d'un calme trompeur. Sa chute ne se termina pas par un splash, mais par un sifflement furieux et explosif, comme si la terre elle-même criait au contact de la chair humaine. La première chose que Sable ressentit fut une chaleur intense. Pas seulement une chaleur, mais un choc physique, comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'un haut fourneau devant son visage. La vapeur brûlante lui brûla la peau, lui fit monter les larmes aux yeux et lui coupa le souffle. Elle recula et à ce moment-là, son cerveau commença à traiter ce que l'objectif de son téléphone, qui continuait d'enregistrer, voyait. L'eau bleue et sereine s'était transformée en un chaudron bouillonnant. Son frère, qui venait de lui sourire, se débattait au centre de ce chaudron dans une agonie inhumaine. Elle vit ses vêtements s'assombrir et coller à son corps, l'eau autour de lui devenant trouble. Son cri fut court, brisé, noyé par des sifflements et des gargouillis. Son propre cri resta coincé quelque part dans sa gorge. Les pensées dans sa tête se transformèrent en un essaim chaotique. Une corde, un bâton, n'importe quoi. Je dois l'aider. Mais son corps était paralysé, cloué sur place par un mur invisible de chaleur et de terreur pure. Elle vit la petite croix en argent autour de son cou apparaître et disparaître dans l'eau agitée, le dernier îlot de quelque chose de familier et de significatif dans ce chaos apocalyptique. Chaque seconde de sa lutte se transformait en torture, et tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder son monde s'effondrer sous ses yeux. La lutte, qui semblait durer une éternité, prit fin en quelques secondes. Aussi soudainement qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. Le corps de Colin devint inerte. Il roula sur le dos et, pendant un instant, son visage, déformé par la douleur, resta figé à la surface, face au ciel. Puis l'eau commença lentement, presque doucement, à l'engloutir. Il s'enfonça sans éclaboussure, comme tiré doucement par une main invisible. Puis le silence s'installa. Un silence assourdissant, surnaturel, seulement rompu par le sifflement régulier de la vapeur. L'eau de la piscine se calma, sa surface redevint lisse, avec seulement de légères ondulations se propageant depuis le centre, effaçant les dernières traces de ce qui venait de se passer. Sable resta immobile, fixant la piscine vide. Son cerveau refusait d'y croire. Il ne pouvait pas simplement disparaître. Mais l'odeur âcre et nauséabonde qui lui piquait le nez en était la preuve irréfutable. Ce fut un moment d'engourdissement absolu où la réalité s'effondra. Puis, une seconde plus tard, l'engourdissement fit place à une peur animale et primitive. Elle se retourna et s'enfuit sans se retourner, loin de cet endroit, vers le monde qu'elle connaissait autrefois. La course de Sable n'était pas une course. C'était une fuite paniquée, une tentative désespérée de son corps pour emporter son esprit le plus loin possible du cauchemar qu'elle venait de voir. Chaque respiration brûlait ses poumons avec un air chargé d'une odeur de soufre qui semblait désormais être l'odeur même de la mort. Elle trébuchait sur les pierres et le sol accidenté, ne ressentant aucune douleur des égratignures laissées par les buissons clairsemés. Le monde se réduisait à un seul point devant elle, là où il y avait des gens, où les lois de la physique s'appliquaient, où les corps ne se dissolvaient pas dans l'eau bouillante. Dans son esprit, comme du verre brisé, les mêmes images se rejouaient encore et encore, la surprise sur le visage de son frère, le sifflement furieux de l'eau, la croix en argent. Elle sortit instinctivement son téléphone, fixant l'écran dans l'espoir vain de voir une barre de signal, mais il n'y en avait pas. Elle était coupée du monde. Lorsqu'elle tituba jusqu'au bâtiment du musée Norris Basin, elle ressemblait à un fantôme. Échevelée, les yeux exorbités de terreur, elle fit irruption dans l'atmosphère calme et climatisée, où les touristes contemplaient paresseusement les expositions. Les gens se retournèrent au son de ses sanglots étouffés. Elle courut vers le comptoir, essayant de parler, mais seuls des fragments de phrases incohérents sortirent de sa gorge. « Frère, tombé, chaud, là, haut,
L'employé du parc la regarda d'abord avec perplexité, mais ensuite, voyant la véritable horreur dans ses yeux, il comprit qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Il appela immédiatement les gardes forestiers par radio. Les gardes forestiers de Yellowstone sont habitués aux situations d'urgence, mais même eux se sont tendus lorsqu'ils ont entendu les détails. Une équipe de secours dirigée par le garde forestier en chef adjoint Laurent Verrès est arrivée sur les lieux. Le chemin du retour vers la source fut pénible. Sable, toujours sous le choc, les guida le long du même itinéraire qui leur avait semblé être une aventure amusante 1 heure auparavant. À présent, chaque geyser et chaque fumerole leur semblait être un présage sinistre. Les gardes forestiers la suivirent, le visage impassible. Ils ne posèrent aucune question inutile. Leurs mouvements étaient précis et professionnels. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, la scène confirma leur pire crainte. Au bord du bassin d'une calme trompeuse gisaient des tongs et un portefeuille. L'air était toujours lourd. L'un des gardes forestiers, Phil Straley, s'approcha du bord autant que la sécurité le permettait. À travers la vapeur qui s'élevait de l'eau, on pouvait voir le corps de Colin. Il flottait, le visage tourné vers le haut. Il ne bougeait pas. Après avoir évalué la situation, la température de l'eau proche de l'ébullition, le sol instable et les blessures apparentes mettant sa vie en danger, Strahl rendit un verdict succinct qui fut consigné dans le journal. Sujet déclaré mort. Le plan de sauvetage se transforma instantanément en plan de récupération du corps. Mais Yellowstone avait ses propres plans pour la soirée. Alors que les gardes forestiers préparaient leur équipement et discutaient de la manière d'approcher la source en toute sécurité, l'horizon à l'ouest commença à s'assombrir. Le temps dans le parc change rapidement et les orages estivaux sont fréquents ici. Mais cet orage était différent. Il s'approchait rapidement, tel un mur noir dévorant le ciel bleu. Le premier coup de tonnerre ne retentit pas au loin, mais directement au-dessus d'eux, faisant vibrer le sol. L'air se refroidit. Puis un éclair déchira le ciel, frappant tout près d'eux et aveuglant momentanément tout le monde avec un flash lumineux. Laurent Verrès prit une décision difficile mais juste. Poursuivre l'opération dans de telles conditions aurait signifié mettre en danger la vie des sauveteurs. Travailler sur un sol humide et riche en minéraux pendant un orage était dangereux, voire mortel. L'équipe a marqué l'endroit et a commencé à battre en retraite, laissant Colin seul face à la tempête qui approchait. La tempête a fait rage pendant plusieurs heures. La pluie se mêlait à la vapeur des geysers et les éclairs illuminaient sans cesse le paysage désertique. La source, qui était devenue un tombeau, continuait son travail chimique silencieux dans l'obscurité. Le lendemain matin, le 8 juin, l'équipe est revenue. La nuit avait effacé toute trace de l'orage. Le ciel était clair, l'air était frais, et le parc brillait à nouveau de sa beauté paisible. Les gardes forestiers sont arrivés avec des perches, des cordes et tout le matériel nécessaire à leur tâche difficile et sinistre. Ils se sont approchés de la source, s'attendant à voir la même scène que la veille. Mais lorsqu'ils regardèrent dans l'eau, ils ne virent que du vide. Le bassin était immaculé, l'eau, claire et bleue, flottait calmement, comme si rien ne s'était passé. Le corps avait disparu. Ce qu'ils redoutaient, s'était produit. Pendant la nuit, la combinaison d'une température extrême et d'une acidité élevée de l'eau, semblable à du vinaigre concentré, avait fait son œuvre. Ce que Verrès appellera plus tard une dissolution significative s'était produit. La matière organique s'était tout simplement désintégrée. Après une recherche minutieuse, les sauveteurs ne trouvèrent que le portefeuille déformé par la chaleur et une paire de tongs en caoutchouc. Ces objets banals, gisant au bord du chaudron acide, étaient tout ce qui restait d'un homme nommé Colin Scott. Cela marqua la fin de la partie physique de la tragédie et le début de la partie bureaucratique. Le cauchemar éveillé de Sable, l'agonie de Colin, le professionnalisme et l'impuissance des gardes forestiers, tout cela devait désormais être traduit dans le langage sec des documents officiels. C'est ainsi que commença la rédaction du rapport de 60 pages par le service des parcs nationaux. Il n'y avait pas de place pour l'émotion. Il n'y avait que des faits, des chiffres, des diagrammes et des témoignages. Le langage du rapport était fade et peu engageant. Colin Scott était désigné comme le sujet. La source était l'objet thermique. Sa mort était l'incident. Mais même à travers cette prose bureaucratique, l'horreur de ce qui s'était passé était évidente. Le mot le plus éloquent du document était la conclusion sur l'opération de récupération du corps. Après avoir analysé la dissolution complète pendant la nuit, les gardes forestiers ont écrit un mot qui résumait tous leurs efforts. « Ah, ça a été inutile.
La vidéo filmée par Sable avec son smartphone est devenue l'élément principal et le plus terrifiant. C'était le seul témoin objectif de la tragédie. Mais après l'avoir visionnée, il est apparu clairement qu'elle ne pouvait être publiée. L'enregistrement de la chute, de la lutte désespérée et des cris a été jugé trop choquant et traumatisant. Par respect pour la famille et pour des raisons éthiques, il a été classé secret. Elle est devenue un artefact d'horreur pure, enfoui dans les archives, dont l'existence est connue mais que personne n'a jamais vue. La tragédie est devenue un fait officiel. Il ne restait plus qu'à informer la famille. L'histoire de la mort de Colin Scott s'est répandue dans le monde en 2 vagues. La première, en juin 2016, était une vague de nouvelles tragiques mais discrètes. Un touriste de l'Oregon meurt après être tombé dans une source chaude à Yellowstone. C'était une histoire triste, mais malheureusement pas unique dans la nature sauvage. Le monde a sympathisé et a presque immédiatement oublié. Cependant, la véritable tempête a commencé 5 mois plus tard, en novembre, lorsque le rapport de 60 pages du National Park Service a été publié en réponse à une demande au titre de la loi sur la liberté d'information. Et puis le monde a appris une phrase qui a transformé la tragédie en une histoire d'horreur mondiale, dissous en molécules. Cette phrase s'est répandue comme un virus, infectant instantanément l'espace médiatique. Les gros titres ont explosé. Un homme dissous dans un geyser acide à Yellowstone pendant que sa sœur filmait, ont crié les tabloïds. Des publications plus respectables, telles que The Guardian, la BBC et CNN, ont tenté de présenter la nouvelle de manière plus modérée. Mais l'essence restait la même et tout aussi choquante. L'histoire s'est répandue dans le monde entier. Elle était trop horrible, trop cinématographique pour être ignorée. D'un simple accident, elle s'est transformée en un roman gothique moderne. C'est alors que le 2e acte numérique de la tragédie a commencé. L'histoire de Colin est devenue la propriété d'Internet où la sympathie et la cruauté vont toujours de pair. Des débats houleux se sont déroulés sur les réseaux sociaux et les forums tels que Reddit. Des milliers de personnes ont exprimé leur horreur sincère et leurs condoléances à la famille. Elles ont essayé d'imaginer les derniers instants de Colin, la douleur et le désespoir de Sable. Mais il y a eu une autre réaction, plus forte et plus venimeuse. Des commentaires ont été publiés pour décerner à Colin le Darwin Award, un prix cynique récompensant la mort la plus stupide. Il a été qualifié de simple crétin responsable de son propre sort. Cette cruauté était une forme de défense psychologique. Il est effrayant d'admettre qu'un jeune homme en bonne santé et intelligent puisse être rayé de la surface de la Terre à cause d'une seule erreur. Il est beaucoup plus facile de le qualifier d'imbécile et ainsi de tracer une ligne. Cela ne m'arrivera jamais, car je ne suis pas comme ça. La photo de ces tongs solitaires gisant au bord de la source est devenue virale, un mème silencieux mais tragique qui apparaît encore régulièrement dans divers coins d'Internet. Il semble que dans les communautés en ligne consacrées aux histoires sombres et aux faits insolites, il suscite à chaque fois une nouvelle vague de controverses et une curiosité inquiétante. Au milieu de ce chaos informationnel, le service des parcs nationaux menait son propre combat, bien plus important. Pour eux, la mort de Colin était l'aboutissement d'un été 2016 mouvementé. Quelques semaines plus tôt, une histoire s'était répandue dans tout le pays au sujet de touristes qui avaient mis un bisonneau dans leur voiture, entraînant sa mort. Il y avait eu des dizaines d'incidents impliquant des personnes qui avaient quitté les passerelles du Grand Prismatic Spring. Le parc était confronté à une épidémie d'imprudence et avait besoin d'un argument qui ne pouvait être ignoré. La tragédie de Colin Scott, aussi terrible soit-elle, est devenue la base de cet argument. Les responsables du parc, du directeur Dan Wenk à l'attaché de presse Jody Lyle, ont répété le même mantra. Leurs déclarations, reprises par tous les médias, étaient empreintes de sympathie, mais leur message principal était strict et précis : respecter les règles, rester sur les passerelles. Ils ont inlassablement répété les statistiques. Les sources chaudes ont tué et mutilé plus de personnes à Yellowstone que tous les ours, bisons et loups réunis. Les panneaux d'avertissement ne sont pas des recommandations. Ils sont une ligne tracée dans le sang. À l'autre bout de cette campagne publique se trouvait la famille Scott. À une époque où toute tragédie est immédiatement transformée en procès ou en talk-show public, leur réaction a été remarquable par sa dignité et sa retenue. Ils n'ont pas intenté de procès. Ils n'ont pas porté d'accusation contre le parc ou Sable qui, soit dit en passant, n'a pas été condamné à une amende ni inculpé par les autorités qui ont fait preuve de compassion. Ils se sont coupés du monde et de la presse, publiant seulement une brève déclaration qui décrivait Colin comme un chrétien dévoué et un homme gentil.
Leur chagrin discret et digne était la réponse la plus forte aux moqueries et au cynisme en ligne. Ils ont simplement pleuré leur fils et leur frère, laissant le monde aux prises avec les leçons de sa mort. Et le monde s'est effectivement débattu. L'héritage de Colin Scott s'est avéré multiforme et inquiétant. Tout d'abord, son histoire est devenue partie intégrante du folklore sombre de Yellowstone. Elle s'est transformée en une tradition orale, l'histoire la plus effrayante que les gardes forestiers racontent aux touristes lassés des règles lorsqu'ils les voient s'approcher trop près du bord. Cette histoire a un effet plus important que n'importe quel panneau ou amende. Elle peint un tableau dans l'imagination qui vous fait reculer d'un pas. La légende du garçon qui a disparu fait désormais autant partie du parc que le Old Geyser, mais cette légende ne parle pas de beauté, mais de conséquences. Le deuxième héritage, le plus surréaliste, est né dans les milieux universitaires. La tragédie est devenue un exemple idéal, bien que macabre, pour les cours de chimie organique. Le processus qui a détruit le corps de Colin est une démonstration frappante de l'hydrolyse rapide des protéines et de la saponification des graisses sous l'influence d'une température élevée et d'un environnement acide. Les étudiants en chimie étudient désormais sa mort comme un exemple de la façon dont les structures organiques complexes se décomposent en leurs composants les plus simples. Sa disparition est devenue un support visuel involontaire. Enfin, son histoire continue de vivre dans le monde numérique sous la forme d'un fantôme. Elle erre dans des compilations de faits effrayants sur YouTube, apparaît dans des podcasts sur des crimes réels et la survie, et est mentionnée dans de courtes vidéos sur TikTok. Colin Scott est devenu une référence culturelle synonyme non seulement de mort dans la nature, mais aussi de destruction totale et absolue. C'est une forme étrange et effrayante d'immortalité offerte par une tragédie virale. Le plus simple serait de terminer cette histoire en condamnant Colin, en disant qu'il a eu ce qu'il méritait pour avoir enfreint les règles. Mais ce serait passer à côté de la leçon centrale, la plus importante et la plus inconfortable de sa mort. Il ne s'agit pas de stupidité, il s'agit de tentation. La nature de Yellowstone n'est pas seulement belle, elle est séduisante. Les bassins bleus et cristallins sont attrayants, promettant chaleur et isolement. Il murmure qu'une expérience unique et authentique vous attend, si seulement vous osez franchir la barrière. Le désir de Colin et Sable de trouver un tel endroit n'est pas une anomalie. C'est un désir humain universel d'authenticité dans un monde où tout semble artificiel et conditionné pour les touristes. Ils ne cherchaient pas le danger, ils cherchaient une connexion. Leur tragique erreur n'était pas dans le désir lui-même, mais dans une incompréhension fondamentale de la nature de ce avec quoi ils essayaient de se connecter. Yellowstone n'est pas un parc d'attractions, c'est un laboratoire géologique en activité, une fenêtre sur le cœur chaotique et ardent de la planète. Les forces qui créent cette beauté sont totalement indifférentes à la vie humaine. Elles fonctionnent selon les lois de la physique et de la chimie, et non selon celles de la morale. Les passerelles en bois et les panneaux d'avertissement ne sont pas des restrictions à la liberté. Elles constituent une fragile ligne de trêve que l'humanité a tracée entre son monde ordonné et le monde du chaos primitif. L'histoire de Colin Scott raconte ce qui se passe lorsqu'une personne, enchantée par la beauté, franchit cette ligne avec présomption. Elle nous rappelle que nous devons aborder la nature sauvage non pas avec l'arrogance d'un conquérant, mais avec l'humilité d'un invité. Car ici, à Yellowstone, c'est toujours la terre qui a le dernier mot. Telle est cette histoire tragique et sans aucun doute instructive. Elle nous rappelle une fois de plus que la nature sauvage n'est pas un parc d'attractions et que sa beauté va souvent de pair avec un danger mortel. J'apprécierais beaucoup de connaître votre opinion à ce sujet. Pensez-vous que Colin Scott était un intrus imprudent qui méritait vraiment le cynique Darwin Award dont on a tant parlé sur Internet ? Ou s'agit-il plutôt de l'histoire d'un jeune homme dont la soif naturelle d'aventure s'est soldée par une erreur tragique et inimaginable ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires, je serai ravi de lire chacun d'entre eux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires intéressantes et parfois incroyables. Prenez soin de vous, Abe Santara, allez Santara, sur Twitter et à bientôt pour les prochains épisodes. La fine croûte terrestre qui sépare les visiteurs de Yellowstone de l'enfer souterrain en ébullition est parfois faussement solide. Pour des millions de touristes, elle reste un simple fait intéressant dans une brochure.
Pour Sarah Halfers et ses amis, cette caractéristique géologique a transformé une nuit d'été 2000 en un cauchemar dont les gardes forestiers parlent encore aujourd'hui. Yellowstone est plus qu'une simple réserve naturelle. C'est un royaume de contrastes, où les plaines enneigées voisinent avec des geysers en ébullition et les lacs tranquilles avec des marmites de boue bouillonnante. Ici, sous une mince croûte de terre, se trouve une immense caldeira volcanique, un géant endormi dont le souffle se fait sentir dans plus de 10 000 sources thermales disséminées dans tout le parc. Les sources d'eau chaude sont particulièrement dangereuses. Ce sont des étendues d'eau d'une beauté trompeuse, dont l'eau cristalline peut atteindre une température de 93 degrés Celsius. Leur teinte turquoise, orange et jaune brillante attire l'œil, mais cache des dangers mortels. Depuis 1872, ces chaudrons naturels ont fait plus de 20 victimes, soit 2 fois plus que les attaques d'ours et de bisons réunis. Le mois d'août 2000 a été un été de chaleur estivale à Yellowstone. Le jour, le soleil éclairait les prairies et les vallées, tandis que la nuit, la température tombait à un confortable 5 degrés. Des millions de touristes ont afflué à Yellowstone pour le visiter. Des millions de touristes affluent dans le parc pour voir le célèbre geyser Old Slujaka ou le majestueux Grand Prismatic Spring. Mais il y avait aussi ceux qui connaissaient le parc d'un point de vue différent. Les employés saisonniers pour qui Yellowstone est devenu la maison et le lieu de travail pour l'été. Pour les jeunes employés du parc, cet été ressemblait à la réalisation du rêve américain. Travailler dans un paradis naturel, se faire de nouveaux amis et faire la fête après leur travail. Les rares week-ends, ils ont exploré des coins du parc inaccessibles aux touristes ordinaires. Mais lorsque la nuit a enveloppé l'une de ces expéditions d'une obscurité impénétrable, la frontière entre l'aventure et le piège mortel était plus mince que la croûte terrestre au-dessus des sources bouillonnantes de Yellowstone. Sarah Halfers, une étudiante de 20 ans originaire d'Auroville, se distingue parmi les travailleurs saisonniers de Yellowstone par son sourire éclatant et son enthousiasme inébranlable. Étudiante en 3e année de biologie à l'université Western Washington, elle a vu dans le travail à Yellowstone une occasion de mettre en pratique ce qu'elle apprenait en théorie. Elle faisait en sorte que tout le monde se sente spécial, dit d'elle son amie Juvia Storm, avec qui elles ont travaillé ensemble dans la salle à manger de l'Old Faithful Inn. Pendant son temps libre, Sarah se promenait souvent avec un carnet de croquis, dessinant des plantes et prenant des notes sur la faune et la flore. Lance Bucci était tout le contraire de Sarah. Un garçon tranquille de Holiday dans l'Utah, fraîchement sorti du lycée, il travaillait comme concierge à l'Old Faithful Inn. Petit et maussade, Lance semblait plongé dans ses pensées, mais ceux qui le connaissaient intimement notaient sa fiabilité. Il est venu à Yellowstone pour gagner de l'argent avant d'aller à l'université. Tyler Montag, également âgé de 18 ans mais originaire de Salt Lake City, travaillait dans la cuisine de l'Old Faithful Lodge, située à proximité. Grand, avec un demi-sourire perpétuel sur son visage bronzé, il initie souvent des sorties en camping. Contrairement au réservé Lance, Tyler avait le don de transformer une soirée ordinaire en aventure. Malgré leurs personnalités différentes, au milieu de l'été, ils sont considérés comme un trio inséparable. Ils vivaient dans des dortoirs modestes avec des salles de bain et des cuisines communes. Leur routine quotidienne était monotone. Sarah travaillait au réfectoire, Lance nettoyait les chambres et Tyler commençait souvent la journée dans la cuisine à 5 heures du matin. Mais la vraie vie commence après le travail. Lors des chaudes soirées d'été, les employés se réunissaient sur les terrasses où l'on entendait des guitares et des rires. Une tradition non officielle consistait à se baigner dans les eaux chaudes de la rivière Firehole, un endroit connu surtout des employés du parc. Le 21 août 2000 fut une journée particulièrement chaude. Après le déjeuner, Tyler propose une excursion à la rivière Firehole. « Nous n'avons plus qu'un mois de saison, nous avons besoin de temps pour en profiter », insiste-t-il, debout dans la salle à manger. L'idée fait rapidement son chemin et, à 16 heures, le groupe de 8 personnes est déjà monté dans 2 voitures. Les 27 km de la route panoramique menant à la rivière durent environ 40 minutes. Sarah, assise à côté de Lance, rêvait de montrer un jour ces lieux à ses parents. Le lieu de baignade se trouvait à Lower Geyser Basin, à l'écart des sentiers de randonnée. Ici, la rivière Firehole devenait étonnamment chaude, 23 degrés C, grâce au ruissellement des sources thermales. La journée a filé à toute allure. Ils ont nagé, organisé un concours de plongeon et fait griller des saucisses sur le feu de camp. Sarah a parlé de son projet de devenir exploratrice, Tyler a raconté des histoires d'école et même le silencieux Lance s'est animé.
personne n'a remarqué que le soleil commençait à glisser vers l'horizon. Il est temps de rentrer, grommelle l'un des plus âgés vers 22 heures. La nuit tombait rapidement sur le parc. Bien que tout le monde connaisse les dangers du ski nocturne dans l'arrière-pays, personne n'avait apporté de torche. L'excursion avait été prévue pour être de courte durée. Le groupe se sépare. 5 d'entre eux sont partis devant, tandis que Sarah, Lance et Tyler sont restés derrière pour faire leur bagage. Lorsqu'ils suivirent enfin, le crépuscule était déjà tombé dans l'obscurité. Ils marchèrent tranquillement le long du rivage. Il n'y avait pas de panneaux indicateurs ni de sentiers dans Lower Geyser Basin, juste une plaine ouverte avec des arbustes clairsemés et un sol minéral d'une dureté trompeuse. Tyler marchait devant, essayant de distinguer les silhouettes du reste du groupe. Sarah restait au milieu, se retournant de temps en temps vers Lance. Soudain, Tyler ralentit le pas, attentif à la présence d'un obstacle. Dans la faible lumière des étoiles, tous trois discernèrent une fine bande d'eau qui traversait leur chemin. En temps normal, ils l'auraient simplement contournée, mais la fatigue et l'obscurité atténuaient leur vigilance. Le ruisseau semble étroit, pas plus d'un demi-mètre de large. Sarah propose la solution la plus simple, franchir l'obstacle. Tyler est immédiatement d'accord. Lance, toujours plus prudent, hésite un instant puis se plie à la décision de la majorité. Ils se placent côte à côte et se préparent à franchir l'obstacle d'un seul bond synchronisé. Ce qu'ils prirent pour un ruisseau était en fait le bord de la source Caverne, une source d'eau chaude profonde d'une température de 79 degrés. La végétation camouflait ses limites, créant l'illusion d'un sol solide. Sur l'ordre de Tyler, ils se détachèrent simultanément du sol. Leurs pieds atterrirent sur une croûte fragile de dépôts minéraux, qui s'effondra immédiatement sous leur poids. En un instant, ils se retrouvèrent tous les trois dans l'eau bouillante, Sarah complètement immergée, Lance et Tyler jusqu'au cou. Le silence de la nuit est rompu par leurs cris désespérés. Aucun d'entre eux n'a réalisé que ce saut au-dessus de ce qui semblait être un ruisseau ordinaire se révélerait être un saut dans l'abîme, un instant qui changerait à jamais la trajectoire de leur destin et constituerait un test cruel des capacités humaines. Le premier cri, perçant et inhumain, transperce le silence nocturne du parc de Yellowstone. Il est suivi de 2 autres, tout aussi désespérés et empreints d'une douleur insupportable. Les 5 hommes qui étaient partis en avant se sont retournés au son, horrifiés par la réalisation que le désastre avait frappé. L'eau de Cavern Spring est assez chaude pour faire bouillir un œuf en quelques secondes. Mais pour Sarah, Lance et Tyler, c'est comme si tout se passait au ralenti. Le choc initial de l'immersion a été remplacé par une douleur brûlante lorsque l'eau bouillante a pénétré instantanément à travers leurs vêtements jusqu'à leur peau. Dans une tentative désespérée pour sortir, Lance et Tyler s'accrochent au bord de la source qui ne cesse de se briser sous leurs mains. Sarah, qui se trouvait dans la partie la plus profonde de la source, à environ 3 mètres de profondeur, a été complètement submergée par l'eau. Lorsqu'elle est remontée à la surface, elle a poussé un cri déchirant. L'eau bouillante lui a brûlé les yeux et a pénétré dans ses voies respiratoires, l'empêchant de respirer. Sa peau, exposée directement à des températures 2 fois supérieures au point d'ébullition, subissait des brûlures au 3e degré à chaque seconde passée dans la source. Lance, dont les pieds ont touché le fond de la partie peu profonde de la source, tente de sortir en s'appuyant sur le bord libre. Il y parvient presque, mais une autre partie de la croûte minérale s'effondre et il retombe dans l'eau bouillante, cette fois jusqu'à la poitrine. Tyler, le plus grand des 3, réussit à s'agripper à une partie plus solide de la berge. Son corps, immergé jusqu'au cou, est en proie à une douleur écrasante, mais il continue d'essayer de sortir tout en poussant Sarah vers le bord de la source. Les 5 autres membres du groupe, entendant les cris, reviennent précipitamment. Dans l'obscurité, ils ont du mal à distinguer ce qui se passe, mais les bruits terrifiants laissent présager un désastre. Arrivés sur les lieux du drame, ils découvrent le spectacle cauchemardesque de leurs amis se débattant dans un nuage de vapeur s'élevant de la source. Les premiers instants de panique font place à une activité fébrile. Les 2 plus costauds s'allongent sur le ventre, répartissant leur poids et tendent les bras vers Tyler, le plus proche du bord. L'attrapant par les épaules, ils commencèrent à le tirer lentement vers le haut. Chaque mouvement était accompagné de cris de douleur, la peau abîmée se détachant sous leurs mains. Tyler, une fois en terrain sûr, a immédiatement indiqué que Sarah perdait ses forces dans la partie la plus profonde de la source. Les sauveteurs forment une chaîne vivante, s'étirant le long de la berge pour atteindre la jeune fille tout en évitant les zones dangereuses. Lorsqu'ils ont réussi à la sortir de l'eau, elle était à peine consciente.
Lance, qui a tenté de sortir seul, est retombé dans l'eau bouillante. 2 sauveteurs, au péril de leur vie, sont entrés dans l'eau jusqu'aux chevilles, subissant des brûlures quasi instantanées, mais ont réussi à le sortir de l'eau. Les 3 personnes descendant étaient allongées sur le sol autour de la source. Les sauveteurs enlèvent rapidement mais avec précaution leurs vêtements mouillés. À la faible lumière des étoiles, ils constatent que leur peau est cireuse, signe certain de brûlures profondes. Le transport vers les voitures devient un véritable calvaire. Sarah, inconsciente, est transportée sur un brancard improvisé à partir de sa veste. Lance et Tyler tentent de marcher seuls en s'appuyant sur les épaules de leurs amis. Après avoir parcouru 1,5 km jusqu'au parking, le groupe a chargé les blessés dans les voitures. Le trajet jusqu'à la clinique a duré environ 40 minutes. Pendant ce temps, l'état des 3 blessés s'est détérioré. Tyler est en état de choc, sa peau est couverte d'ampoules de la taille de son poing. Lance s'évanouissait périodiquement sous l'effet de la douleur. Sarah ne reprenait pas conscience et sa respiration devenait de plus en plus difficile. À la clinique Old Faithful, un petit centre médical doté d'un équipement de base, ils sont accueillis par les médecins de garde. Compte tenu de la gravité de leurs blessures, ils ont immédiatement appelé un hélicoptère pour les évacuer. En attendant l'arrivée de l'appareil, ils ont administré des analgésiques, posé des gouttes de sérum physiologique pour lutter contre la déshydratation et appliqué des pansements stériles sur les zones de brûlure les plus graves. L'hélicoptère de sauvetage est arrivé vers 1h du matin. Les pilotes, habitués aux appels d'urgence, ont été stupéfaits par la gravité des blessures. Les 3 victimes ont été embarquées dans l'hélicoptère médical et transportées jusqu'à l'aéroport de West Yellowstone. De là, un avion médicalisé spécialisé les a transportées au centre des brûlés de l'université de l'Utah à Salt Lake City, où elles sont arrivées vers 3h du matin le 22 août. Le centre des brûlés de l'université de l'Utah, l'un des meilleurs du pays, se préparait à recevoir des patients avec le plus grand soin. Il est rare qu'ils aient eu à secourir en même temps 3 patients souffrant de brûlures aussi étendues. Le personnel médical a travaillé comme un seul organisme. Les salles d'opération ont été préparées, la peau des donneurs a été décongelée, les meilleurs spécialistes ont été appelés. Après avoir examiné les victimes, les médecins ont été confrontés à des statistiques terrifiantes. Sarah était brûlée au 3e degré sur 100% de son corps. Lance et Tyler étaient brûlés au 2e et au 3e degré sur 90 et 97% de leur corps, respectivement. Sur une échelle de probabilité de survie, leur chance de survie était inférieure à 10%. Sarah, dont l'état était le plus critique, a été immédiatement branchée à un respirateur. Les brûlures de ses voies respiratoires avaient provoqué un œdème qui menaçait de les obstruer. Sa peau s'est presque entièrement détachée, exposant les terminaisons nerveuses et les capillaires, ce qui a entraîné une perte critique de liquide et d'électrolytes. Les médecins ont lutté pour sa vie, lui administrant d'énormes doses d'antibiotiques pour prévenir l'infection qui, avec des dommages aussi importants, pouvait se développer à une vitesse fulgurante. Lance et Tyler ont été placés dans un coma artificiel afin de réduire le choc de la douleur et la charge métabolique de leur corps. Ils ont été reliés à des systèmes de maintien en vie avec des moniteurs surveillant chaque changement de leur état. Une équipe de chirurgiens plasticiens a commencé les premiers soins de la plaie en retirant les tissus morts et en préparant une éventuelle greffe de peau. Tout au long de la journée, l'état de Sarah a continué à se détériorer. Malgré tous les efforts des médecins, son corps, qui a subi des dommages irréparables, refuse de lutter. Ses organes internes, brûlés par les hautes températures qui pénètrent dans sa peau, commencent à lâcher l'un après l'autre. Le 22 août à 15h, son cœur s'est arrêté. Les tentatives de réanimation sont restées vaines. À 17h, 14 heures après son arrivée à l'hôpital, Sarah Alfers est officiellement déclarée morte. Pour la famille Alfers, la nouvelle de la mort de leur fille a fait l'effet d'un coup de tonnerre. La dernière chose qu'ils ont entendue de Sarah était une lettre enthousiaste relatant une merveilleuse expérience estivale à Yellowstone. Dan Alfers, le père de Sarah, a reçu l'appel de l'administration du parc tôt ce matin-là et s'est immédiatement envolé pour Salt Lake City, mais n'a pas pu retrouver sa fille vivante. Pendant ce temps, Lance et Tyler continuaient à lutter pour la vie dans l'unité de soins intensifs. Leur pronostic reste extrêmement défavorable. Le docteur Jeffrey Safle, chirurgien en chef du centre des Grands Brûlés, a déclaré dans un bref commentaire à la presse que les jeunes hommes n'avaient pas plus de 30 à 40% de chances de survie. Le personnel du Old Faithful Inn and Lodge, où travaillaient Sarah, Lance et Tyler, a appris l'incident dans la matinée du 22 août.
La nouvelle s'est répandue instantanément, provoquant choc et incrédulité. Beaucoup n'arrivaient pas à croire qu'une sortie amusante au bord de la rivière ait pu se terminer par une telle tragédie. Le soir, lorsque la nouvelle de la mort de Sarah est tombée, le silence s'est installé dans les dortoirs. Les sit-ins joyeux avec des guitares ont été remplacés par des conversations calmes sur la fragilité de la vie humaine face aux éléments naturels. Les gardes du parc ont donné un briefing d'urgence à tous les employés, leur rappelant les règles de sécurité, en particulier la nuit et dans les zones d'activité géothermique. Mais ces mots semblaient être tardifs. 3 jeunes hommes ont payé un prix terrible pour leur simple ignorance du paysage et l'absence de torches lors d'une promenade nocturne. Alors que la famille de Sarah Alfers se préparait à ses funérailles, Lance et Tyler poursuivaient leur combat pour la vie au centre des brûlés de l'université de l'Utah. Chaque nouveau jour est considéré comme un petit miracle par les médecins. Les statistiques étaient effrayantes. Les patients brûlés sur plus de 80% de leur corps survivent rarement. Pour Lance et Tyler, ce chiffre s'élevait à plus de 90%. Leur traitement a été un processus difficile et angoissant. Ils ont passé plusieurs semaines dans un coma artificiel, relié à des machines de maintien en vie. Leurs corps, couverts de graves brûlures, ont nécessité une attention constante. Les infirmières changeaient les bandages toutes les quelques heures, traitaient leurs plaies avec des solutions antibactériennes et surveillaient les moindres signes d'infection, une menace majeure pour les patients souffrant de brûlures étendues. Les interventions chirurgicales se succèdent. Les chirurgiens retirent les tissus morts en essayant de préserver le plus possible la peau saine. Mais avec des blessures aussi étendues, c'était presque impossible. L'étape suivante a été la greffe de peau. Toutes les méthodes disponibles ont été utilisées pour couvrir les plaies. La peau des patients provenant des quelques zones intactes, la peau de donneurs et les substituts de peau artificielle. Début septembre, Lance et Tyler ont commencé à reprendre conscience. Les premiers jours après le coma ont été marqués par la douleur et la désorientation. Ils n'avaient aucun souvenir des derniers événements avant la tragédie, mais les sensations physiques sont revenues avec une clarté impitoyable. Les chirurgiens plasticiens ont prévenu que le rétablissement prendrait des mois, voire des années. À la fin de l'automne, l'état des 2 patients s'était suffisamment amélioré pour qu'ils soient transférés de l'unité de soins intensifs à un service ordinaire. Lance a appris à manger seul, bien que ses mains cicatrisées soient à peine capables de le faire. Tyler a fait ses premiers pas avec un déambulateur. Leur visage, relativement moins abîmés parce que leur tête était hors de l'eau, avait néanmoins changé au point d'être méconnaissables, les cicatrices et la peau tendue déformant leurs traits autrefois juvéniles. Aux difficultés physiques s'ajoutent des difficultés psychologiques. Les 2 jeunes hommes souffrent de stress post-traumatique, de cauchemars et d'attaques de panique. L'annonce de la mort de Sarah a été un coup dur pour eux. Elle a été particulièrement douloureuse pour Tyler, qui s'est souvent reproché d'avoir suggéré qu'ils se rendent à la rivière Firehall ce jour fatidique. Liz Montag, la mère de Tyler, a souligné l'attitude remarquable de son fils face à l'incident lors d'une rare interview. Il est déterminé à tourner la page et à poursuivre sa vie. Ce genre de courage à un si jeune âge est incroyable. Tyler a refusé d'intenter une action en justice contre le service des parcs nationaux, estimant que la responsabilité de ce qui s'est passé lui incombe. La famille de Lance Bucci a choisi une autre voie. À la fin de l'année 2000, lorsqu'il est devenu évident que les frais médicaux dépasseraient le $1 million, ils ont commencé à discuter de la possibilité d'intenter une action en justice. Contrairement à Tyler, Lance n'a fait aucune déclaration publique sur son attitude face à la tragédie, se concentrant sur son rétablissement physique. En décembre 2000, les 2 patients sont sortis du centre des Grands Brûlés. Un long chemin de réadaptation les attend. Physiothérapie, exercices pour restaurer la mobilité, aide psychologique. Mais la principale épreuve qu'ils ont passée a été de survivre contre toute attente. Les funérailles de Sarah Alfers ont eu lieu le 29 août 2000 dans sa ville natale d'Oroville, dans l'État de Washington. Plus de 300 personnes sont venues dire au revoir à celles qui rêvaient de devenir biologistes et d'étudier la faune et la flore. Parmi les fleurs et les photos d'une Sarah souriante, une photo prise à Yellowstone a retenu l'attention. Sarah debout devant un geyser, heureuse et pleine de vie. Ses professeurs se souviennent d'elle comme d'une élève brillante qui a reçu des bourses pour son excellence académique. Ses amis ont parlé de son rire contagieux et de son goût pour l'aventure. Son amie Juvia Storm, qui travaillait avec Sarah à l'Old Faithful Inn, l'a citée peu avant la tragédie. « Si je pars,
dites-leur que j'ai eu une vie merveilleuse, sans regret. Ces mots sont devenus la devise d'une nouvelle fondation créée par la famille Alfers pour soutenir les étudiants en biologie de l'université Western Washington. À Yellowstone, le souvenir de la tragédie a été entretenu par des conversations discrètes entre les membres du personnel. Aucun événement commémoratif officiel n'a été organisé dans le parc, conformément à la politique du service des parcs nationaux qui consiste à minimiser les interférences avec l'environnement naturel. Mais une nouvelle tradition s'est instaurée parmi les employés d'Old Faithful, celle d'utiliser des torches même pour de courtes promenades après le coucher du soleil, en hommage tacite à la mémoire de Sarah. Le 12 juin 2001, la situation a pris une tournure juridique. Les parents de Lance Bucci ont intenté une action en justice contre le ministère de l'Intérieur et le service des parcs nationaux. Ils demandent une indemnisation au titre du Federal Tort Claims Act pour couvrir les énormes frais médicaux et une compensation pour les souffrances physiques et psychologiques de leur fils. Le principal argument des plaignants était l'absence de panneaux d'avertissement et de clôture dans la zone de Cavern Spring. Ils affirment que le gouvernement a fait preuve de négligence en n'avertissant pas correctement des dangers de la source thermale et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir des incidents similaires. Le service des parcs nationaux a présenté des arguments contraires. Ses représentants ont souligné que l'incident s'était produit dans une zone d'arrière-pays où l'installation de panneaux était contraire à la politique de préservation de la faune et de la flore dans leur état naturel. De plus, les victimes étaient des employés du parc qui avaient reçu une formation en matière de sécurité, y compris des avertissements sur les dangers des zones géothermiques. Le juge William Downs, qui a instruit l'affaire, s'est personnellement rendu sur les lieux de la tragédie pour se faire une idée complète des circonstances. Il a inspecté Cavern Spring pendant la journée et la soirée, évaluant la visibilité de la source et la capacité à reconnaître le danger. Le 6 février 2004, après près de 3 ans de bataille juridique, le juge Downs a tranché en faveur du service des parcs nationaux, rejetant l'action en justice de la famille Bucci. Dans sa décision, il a cité le précédent du parc national de Zion et a souligné que la politique du service des parcs en matière de conservation et d'interférence minimale avec les zones de l'arrière-pays avait un fondement légitime. Le juge a noté que l'installation de panneaux d'avertissement sur chacun des milliers de sites géothermiques n'était pas seulement irréalisable, mais qu'elle aurait compromis l'esthétique et l'intégrité naturelle du parc. En 2003, Lance Bucci et Tyler Montag avaient parcouru un long chemin vers la guérison. Physiquement, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Leurs corps portent à jamais les marques de cette nuit fatidique. Des cicatrices étendues couvrent une grande partie de leur corps, limitant leur mobilité et leur rappelant constamment ce qu'ils ont vécu. Tous deux ont dû subir plusieurs opérations de chirurgie plastique pour redonner un minimum de fonctionnalité à des articulations comprimées par le tissu cicatriciel. Tyler, faisant preuve d'un courage étonnant, a pu reprendre une vie relativement active. Selon sa mère, il s'est mis au vélo, à la randonnée et est même allé à l'université. Son histoire est devenue un exemple de l'incroyable résilience de l'esprit humain. Dans de rares interviews, il a souligné qu'il ne blâmait pas le parc ou les circonstances, mais seulement sa propre décision de s'aventurer dans l'arrière-pays sans entraînement adéquat. Lance, qui a choisi une voie plus privée, a évité la publicité. Depuis la fin du procès, peu d'informations sur sa vie sont parues dans les médias. Tout ce que l'on sait, c'est que son rétablissement s'est poursuivi et que les procédures médicales sont devenues partie intégrante de sa nouvelle réalité. L'incident du 21 août 2000 est l'un des 22 décès associés aux sources thermales de Yellowstone depuis la création du parc en 1872. Il est remarquable non seulement pour sa tragédie, mais aussi parce que c'était la première fois que 3 personnes souffraient de brûlures graves en même temps, toutes étant des employés du parc et non des touristes. Le service des parcs nationaux n'a pas modifié de manière significative les règles de sécurité depuis cet incident. La zone de l'arrière-pays, y compris la zone de Cavern Spring, est restée dépourvue de panneaux ou de clôtures, conformément à la philosophie de préservation de la nature sauvage dans son état originel. Le seul changement a consisté en un briefing renforcé pour le personnel saisonnier, avec des explications plus détaillées sur les dangers des zones géothermiques la nuit. La tragédie de Sarah, Lance et Tyler soulève une question difficile pour la société quant à l'équilibre entre l'accessibilité des zones sauvages et la sécurité des visiteurs. Les parcs nationaux doivent-ils devenir des zones soigneusement balisées et clôturées, perdant ainsi leur caractère vierge,
ou bien la responsabilité doit-elle incomber à ceux qui choisissent d'aller au-delà des sentiers établis? Chaque camp a ses propres arguments, mais une chose reste constante. La nature de Yellowstone, belle et dangereuse à la fois, continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Et l'histoire de Sarah Alpers, Lance Bucci et Tyler Montag nous rappelle que même un instant d'inattention peut avoir des conséquences tragiques. À l'université Western Washington, la bourse commémorative Sarah Alpers aide chaque année des étudiants en biologie à poursuivre les rêves qu'elle n'a jamais eu la chance de réaliser. Sa courte vie, interrompue à l'âge de 20 ans, nous rappelle la fragilité de l'existence humaine face aux éléments et que même les endroits les plus magiques de la planète requièrent respect et prudence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez de l'or. Titso, n'oubliez pas de nous soutenir en nous aimant et en vous abonnant à la chaîne afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos passionnantes. Prenez soin de vous et rendez-vous dans les prochains épisodes. Le parc national de Yellowstone est un lieu où la nature se révèle dans sa beauté immaculée, mais derrière cette splendeur se cache une véritable puissance. Des geysers jaillissant des entrailles de la Terre, des lacs de cristal enveloppés de vapeur et des forêts à perte de vue attirent des milliers de touristes du monde entier. Cependant, cet endroit ne tolère pas l'insouciance. Des dizaines d'incidents se produisent chaque année à Yellowstone, dus à la surestimation des opportunités, à la sous-estimation des dangers naturels et au changement soudain de l'environnement. Ici, chaque détour de sentier peut cacher à la fois une découverte passionnante et une menace mortelle. Que peut-il arriver lorsque le risque et l'inexpérience se croisent dans cette majestueuse nature sauvage? Cette histoire raconte un voyage qui a commencé comme une randonnée ordinaire, mais qui s'est transformé en une bataille avec la nature elle-même, avec des vies en jeu. L'été 1997 bat son plein dans le parc national de Yellowstone et la nature est en pleine effervescence. La lumière du soleil traversait les couronnes épaisses des arbres et le vent apportait avec lui l'odeur de la résine et de la fraîcheur. Les plateaux volcaniques se dessinent à l'horizon, parsemés de taches brunes, de plaines herbeuses et de lacs cristallins. L'air est chaud, mais il y a une légère humidité qui rappelle la proximité des sources géothermiques. Ce matin du 14 juillet est idéal pour commencer la randonnée. Annie Fields, une ancienne athlète de 29 ans et randonneuse expérimentée, se tient à côté de la carte affichée sur le mur du centre d'accueil et étudie l'itinéraire. Elle a toujours aimé les activités de plein air, mais cette randonnée promettait d'être spéciale, loin des sentiers de randonnée où l'on peut vraiment s'immerger dans la nature. Pour elle, ce parcours n'est pas seulement l'occasion de faire une pause dans l'agitation de la ville, mais aussi de se tester. Annie voulait prouver que son expérience et ses connaissances pouvaient l'aider dans toutes les situations, même les plus imprévisibles. Derrière elle se tiennent ses compagnons. Lewis Carter, un photographe de 30 ans, rangeait soigneusement son appareil photo dans son sac à dos. Pour Lewis, cette randonnée était l'occasion de créer une série d'images uniques qu'il rêvait de présenter lors de la prochaine exposition. Mais il y a une motivation plus profonde derrière tout cela. Lewis voulait prouver à son ancien mentor qu'il était capable de créer quelque chose d'unique qui pourrait impressionner la communauté professionnelle. Le troisième participant, Brian Hall, 27 ans, frotte nerveusement les bretelles de son sac à dos. Contrairement à ses amis, il ne connaît pas le camping. Travaillant comme comptable, il s'aventurait rarement en dehors du bureau, mais les supplications d'Annie et de Lewis l'avaient incité à les accompagner. Pour lui, ce voyage en camping n'était pas seulement l'occasion de passer du temps avec ses amis, mais aussi un moyen de se venger d'une ex-petite amie qu'il avait un jour qualifiée de prévisible et ennuyeux. Brian voulait prouver à tout le monde, y compris à lui-même, qu'il était capable de comportements risqués et inhabituels. Annie évalue la distance jusqu'à la première aire de repos située au pied d'une colline appelée Pine Ridge. Elle a estimé qu'il fallait environ 3 heures pour l'atteindre. Elle a également remarqué que les sources d'eau chaude qu'il prévoyait de visiter n'étaient pas indiquées sur les cartes touristiques et qu'elles se trouvaient dans une zone reculée. Cela ajoutait au caractère unique de la route et promettait de nouvelles découvertes. Brian l'écoute, à la fois intéressé et un peu inquiet, mais ne s'y oppose pas. Leur point de départ est le centre d'accueil situé à l'entrée du parc, connu sous le nom de Madison Travelers Center. C'est là qu'ils ont enregistré leur itinéraire en laissant les détails de leur parcours et l'heure approximative de leur retour. Le calme de la matinée leur a donné l'impression que c'était facile. Le sentier, connu sous le nom de Bear Ridge, fait une boucle dans une forêt dense au milieu des bruits de la nature. Annie avance avec confiance, vérifiant la carte.
Lewis s'arrête de temps en temps pour prendre des photos, essayant de capturer la beauté de la nature environnante, et Brian, à la traîne du groupe, essaie de suivre, observant ce qui se passe autour de lui. À la mi-journée, la chaleur s'est intensifiée et le groupe a fait une pause au bord du ruisseau pour se réapprovisionner en eau. Annie leur a rappelé l'importance d'une utilisation parcimonieuse des ressources, car les sources d'eau seront rares. Le sentier Bear Ridge est devenu plus escarpé, obligeant les voyageurs à faire de courtes pauses pour reprendre leur souffle. Annie avance d'un pas assuré, essayant de ne pas manquer l'endroit où le sentier devrait croiser une ancienne piste de chasse qui s'enfonce dans la forêt. Lewis la suit, sortant de temps en temps son appareil photo pour prendre des clichés, et Brian visiblement nerveux. Les conditions inhabituelles de la randonnée commençaient à lui peser. Ses chaussures lui frottèrent les pieds, la chaleur le fatiguait davantage, mais il essayait de ne pas se plaindre pour ne pas avoir l'air faible. À la mi-journée, la chaleur devient palpable. Le groupe arrive à un lit de ruisseau asséché où Annie propose une petite pause. En consultant la boussole, elle note que le prochain point d'eau se trouve à environ 1 heure de route. Après une pause, ils se remettent en route. Le ruisseau qu'elles suivent est envahi par les buissons. Annie savait que cet itinéraire était rarement emprunté et se rendait compte qu'elle prenait un certain risque, mais elle avait confiance en ses compétences et voulait prouver qu'elle pouvait mener le groupe même à travers de telles difficultés. Les problèmes n'ont commencé lorsque Lewis, en prenant une photo, a accidentellement heurté le visage de Brian avec son trépied, provoquant une altercation. Annie est rapidement intervenue pour les calmer tous les deux. Les tensions se sont un peu apaisées, mais l'atmosphère de la randonnée a commencé à se détériorer. Le soir venu, Annie a choisi un endroit pour camper pour la nuit dans une clairière entourée d'arbres. Ils installent le camp, font un petit feu et préparent le dîner. Lewis a pris quelques photos du feu et Brian, enveloppé dans son sac de couchage, a essayé de cacher son irritation, car il regrettait 100 fois d'avoir accepté ce voyage. Annie, assise près du feu de camp avec une carte, réfléchit à l'itinéraire de demain. Elle se rend compte que le groupe commence à avoir des difficultés et que le lendemain sera encore plus difficile. Avant de se coucher, elle rappelle à tout le monde de rester calme et de suivre le plan. Cependant, l'anxiété montait en elle. La randonnée était moins facile qu'elle ne l'avait imaginé. La matinée commença par le bruissement silencieux du vent dans les arbres. La clairière où ils avaient dormi semblait paisible, mais la fatigue montait en eux. Annie avait réveillé tout le monde avant l'aube, espérant que le départ matinal aiderait à soulager la tension qui s'était accumulée. Lewis avait l'air concentré, son appareil photo ne cliquetait plus aussi souvent. Il commençait à économiser son énergie, réalisant qu'un enthousiasme excessif pouvait être un obstacle. Brian, quant à lui, est déprimé et ressent la douleur de ses pieds irrités. La route devient de plus en plus difficile à mesure que la forêt s'épaissit et que le chemin se perd dans les buissons et les arbres tombés. Même Annie commençait à perdre patience, car Lewis lui jetait des regards interrogateurs, comme s'il attendait qu'elle admette que le chemin était plus difficile que prévu. Le problème de l'eau est survenu plus tôt qu'Annie ne l'avait prévu. Après quelques heures de voyage, ils sont tombés sur un ruisseau qui semblait idéal pour se réapprovisionner. Annie a testé le goût de l'eau et a décidé qu'elle devrait probablement être filtrée. Cependant, en filtrant, ils ont remarqué que l'eau était saturée de petites particules de sable, qui ont rapidement obstrué la membrane du filtre. Les tentatives de nettoyage ont échoué et le filtre était finalement tombé en panne. Le groupe se retrouve avec des réserves d'eau minimes et une partie du voyage encore plus chaude et sèche les attendent. Annie tente de rester calme et suggère de continuer à avancer en espérant trouver une autre source d'eau. Mais Brian commence à se demander pourquoi elle n'a pas envisagé un tel scénario. Leur brève dispute prend fin lorsqu'Annie lui rappelle qu'elle a de l'expérience et qu'ils n'ont pas de temps à perdre. À la mi-journée, la chaleur s'est intensifiée. Le groupe débouche sur une plaine ouverte où l'ombre des arbres est rare. Annie s'offre une petite pause près d'un grand arbre solitaire. Elle étudie la carte et se rend compte qu'ils vont traverser une zone connue pour ses sources géothermiques. Elle rappelle à chacun de faire attention à ne pas s'écarter de l'itinéraire. Vers le soir, Annie remarque que Brian a pris beaucoup de retard. Lewis proposa de l'attendre et il les rattrapa bientôt, respirant difficilement et se plaignant de douleurs aux pieds dues à des ampoules. Son sac à dos semblait de travers et Annie décida qu'il faudrait redistribuer une partie du matériel. Le groupe avance, mais le rythme ralentit. La nuit a apporté un peu de fraîcheur, mais aussi de l'anxiété. Annie reste éveillée, réfléchissant au filtre à eau et à la détérioration des conditions. Elle a le pressentiment d'une épreuve grave, mais le cache, essayant de garder la confiance du groupe. Le lendemain matin, le vent est frisqué et le ciel gris.
La forêt est inquiétante et Annie réveille tout le monde tôt pour traverser plus rapidement la plaine des sources d'eau chaude, réalisant que chaque minute est importante. Le chemin vers les sources est plus difficile que prévu. Le sol sous leurs pieds s'est ramolli et une légère odeur de soufre flotte dans l'air. Annie conseille à tout le monde de marcher lentement et de faire attention où l'on met les pieds. La plaine où se trouvent les geysers semble faussement calme. L'herbe verte cachait des zones dangereuses, mais Annie pensait que l'itinéraire était suffisamment sûr. Brian, qui marchait légèrement devant, s'est accidentellement trompé de chemin. Ses pas devinrent incertains lorsqu'il sentit le sol sous ses pieds commencer à se tasser. Un instant avant que cela ne se produise, il réussit à crier, mais son pied droit s'était déjà enfoncé dans l'eau bouillante. Un cri de douleur fendit le silence du matin. Annie et Lewis se précipitent vers lui, essayant de ne pas tomber dans le même piège. Brian s'accroche difficilement, mais son visage se déforme sous l'effet de la douleur. Annie se ressaisit rapidement et l'aide à retrouver la terre ferme. La blessure est grave. La jambe droite de Brian, immergée dans l'eau bouillante, est couverte de profondes brûlures. La peau a gonflé et est devenue rouge-brun par endroits, avec des bulles visibles à la surface. La douleur était insupportable, le déchirant de l'intérieur, comme si des milliers d'aiguilles poignardèrent sa jambe à chaque mouvement. Brian, haletant, s'agrippait à l'herbe, essayant de faire face à la crise de panique. Annie soigne rapidement la blessure, sentant ses mains trembler sous l'effet de la gravité de la situation. Elle applique un bandage pour éviter l'infection, mais se rend compte que ce n'est pas suffisant et qu'une aide professionnelle est nécessaire. Brian pouvait à peine se lever, et chaque pas lui apportait une nouvelle vague de douleur, faisant du voyage un défi pour tout le groupe. « Nous allons fabriquer une civière », dit Annie en essayant de rester calme. Lewis acquiesce et tous deux se mettent à la recherche de matériaux. Des branches d'arbres et des sangles de sac à dos constituent la base de la structure improvisée. La fabrication de la civière prend plusieurs heures, pendant lesquelles Brian tente de calmer la douleur en s'allongeant à l'ombre d'un arbre. Lorsque la civière fut prête, ils y déposèrent Brian avec précaution. Lewis et Annie l'ont porté, s'arrêtant fréquemment pour reprendre leur souffle. Chaque pause était suivie d'une discussion sur la question de savoir s'il fallait retourner sur les sentiers connus ou continuer à avancer dans l'espoir de raccourcir le chemin vers les secours. Annie insistait sur le fait que retourner à travers le terrain difficile prendrait trop de temps et de ressources. Lewis, quant à lui, est favorable au retour, soulignant que des dangers encore plus grands pourraient les attendre. « Je ne peux pas », chuchote Brian. « Décide-toi. Fais vite. » Annie, regardant son ami épuisé, répondit « Nous irons de l'avant. Ce sera plus rapide ainsi. » Lewis acquiesça, réalisant qu'elle avait probablement raison. Leur vitesse diminua considérablement et le trajet qui aurait dû prendre quelques heures s'étira sur toute la journée. Annie consulte à nouveau la carte, essayant de trouver un chemin qui permettrait de réduire le temps, mais la forêt dense et le terrain difficile ne laissent pas le choix. Le soir venu, le groupe atteint une petite clairière au pied de la colline. C'est là qu'ils décident de camper. Annie, épuisée physiquement et moralement, s'assied près du feu et regarde la carte. Elle se rend compte que la situation est critique et qu'elle doit être déterminée. La nuit est glaciale et angoissante. Des bruits provenant des profondeurs de la forêt rendent le silence effrayant. Annie reste éveillée, écoutant les bruissements et réfléchissant à l'itinéraire à suivre. Lewis était assis près du feu, presque éteint, frottant nerveusement la sangle de son sac à dos. Il se sentait agité, incapable de trouver sa place parmi les bruits qui semblaient de plus en plus proches. Bien qu'il essayât de se concentrer sur les détails du lendemain, son attention ne cessait de se déplacer vers l'obscurité environnante. Brian, allongé un peu plus loin, gémissait doucement dans son sommeil. Son état s'aggravait. Au matin, les bruits de la forêt s'étaient progressivement atténués, mais l'inquiétude demeurait. Le groupe se réveille avant les premiers rayons du soleil, conscient que tout retard peut être fatal. Annie et Lewis déposent soigneusement leur ami sur la civière et se mettent en route. Annie s'efforce de choisir les tronçons les plus faciles, mais la fatigue et l'effort se font sentir. Les arrêts sont brefs pour ne pas perdre l'élan. Tout le monde est conscient des risques et du fait que tout retard peut avoir des conséquences irréversibles. En milieu d'après-midi, ils font une halte. Annie étudie la carte, vérifiant la distance jusqu'au ruisseau, qui doit être proche. Lewis repère un sentier à l'ombre des arbres et l'indique. Il pourrait s'agir d'un sentier de chasse menant à l'eau. Malgré le risque de s'écarter du sentier, Annie décide d'aller dans cette direction. Elles reprennent le brancard et se dirigent vers le sentier. Le sol s'assouplit et un léger gargouillis d'eau se fait entendre entre les arbres. Ils reprirent des forces et arrivèrent bientôt à un petit ruisseau.
Pour ne pas risquer un moment crucial, Annie décida de faire bouillir l'eau en faisant un petit feu. Brian ne réagit presque plus, mais l'eau chaude portée à ses lèvres le fait sourire faiblement. Le groupe décide de passer la nuit au bord du ruisseau, conscient que la suite du voyage nécessitera toute leur concentration et leur force. Le coucher de soleil les soulagea, mais Annie savait que le lendemain serait une nouvelle épreuve pour leur volonté. La nuit au bord du ruisseau se passa sans incident, mais le sommeil n'apporta pas le soulagement qu'elle attendait. La première chose à faire pour Annie est de vérifier l'état de Brian. Sa jambe avait l'air encore plus mal en point, elle lui a donc posé un bandage et lui a administré un anesthésique en espérant que cela réduirait les risques d'infection. Elle craint que la chaleur, qui augmente de minute en minute, ne finisse par épuiser leurs forces. Rassemblés, ils reprennent le brancard et entament une lente marche en avant. Annie espère atteindre les pistes principales dans la journée, mais le terrain devient de plus en plus difficile. Les chemins étroits sont remplacés par des montées et des descentes abruptes, et la végétation dense ralentit leur progression. Vers le soir, alors que le soleil commence à se coucher, le groupe tombe sur une vieille cabane délabrée. C'était une découverte inattendue, mais Annie a tout de suite apprécié la possibilité de s'abriter pour la nuit. La cabane était vide, avec des murs noueux et un toit pourri, mais elle offrait tout de même une protection contre les éventuels dangers de la nuit. Ils transportèrent Brian avec précaution à l'intérieur et l'installèrent sur la literie improvisée. Lewis fait un petit feu près de l'entrée pour réchauffer les restes de nourriture. La nuit est à nouveau source d'angoisse. Annie n'arrive pas à se débarrasser du sentiment que quelqu'un ou quelque chose les observe. La forêt, habituellement pleine de bruit, est maintenant étrangement silencieuse. Après avoir passé la nuit, ils allaient déquitter la cabane et continuer leur chemin. Mais chacun d'entre eux savait que chaque jour qui passait, leur chance de s'échapper devenait de plus en plus insaisissable. Le lendemain soir, ils arrivent sur une colline qui surplombe la vallée. Annie a repéré des signes de présence humaine, un vieux sentier menant à la route principale. C'est un véritable espoir pour les jours difficiles du voyage. Malgré la fatigue, ils décident de continuer. Annie et Lewis commencent à croire que le salut se rapproche. À la tombée de la nuit, ils s'arrêtent près du sentier. Annie et Lewis installent un petit campement et Brian finit par s'endormir. Aux premières lueurs du jour, le groupe se lève. Annie et Lewis se rendent compte que c'est peut-être le dernier jour du voyage, mais ils n'ont plus beaucoup de force. L'état de Brian se détériore. Il est devenu pâle, son front est couvert de sueur froide et sa jambe a un aspect de plus en plus horrible. Il délirait, prononçant des paroles à peine audibles et incohérentes. Le chemin qu'ils avaient emprunté la veille descendait vers une vallée où Annie espérait rencontrer des gens ou du moins trouver des signes de civilisation. La fatigue devient insupportable, mais l'idée d'un sauvetage imminent les pousse à continuer. Vers midi, ils entendirent le murmure de l'eau et se dirigèrent vers la source du son. La rivière s'avère suffisamment large et longue pour faire partie des itinéraires populaires. Ils se réapprovisionnent rapidement en eau et poursuivent leur chemin le long de la rive. Annie commence à remarquer de plus en plus de signes d'activité humaine, de vieux ponts et des arbres abattus. Ces détails les confortent dans l'idée qu'ils sont proches du salut. Lewis, malgré son épuisement, se pousse, ainsi qu'Annie, à continuer d'avancer. Vers le soir, ils arrivent sur un sentier manifestement emprunté par des gens. Annie et Lewis ont allumé un grand feu pour se rendre plus visibles, et Brian, à travers ses gémissements, a murmuré qu'ils étaient de bons amis. La matinée commence dans l'expectative. Le bruit du moteur approchant le long du sentier indique à Annie et Lewis que leur épreuve touche à sa fin. Lorsque le SUV s'est arrêté, un homme en uniforme de garde forestier en est sorti. Il évalue rapidement la situation et entre en action sans poser de questions. Brian est transporté avec précaution dans le véhicule, des couvertures étant placées sous lui pour amortir ses mouvements. Le ranger a contacté la base, relayant des informations sur l'état du blessé et demandant une assistance médicale. Annie et Lewis, à peine capables de se contrôler à cause de la fatigue, s'assirent l'un à côté de l'autre, sentant la tension des derniers jours les quitter peu à peu. La route vers le poste semble interminable. Annie regarde la forêt qui défile et qui, hier encore, était un labyrinthe. Louis serre son appareil photo en silence. Brian, les yeux fermés, sourit légèrement. Ils sont accueillis à la base par les secours et les médecins. Brian est immédiatement transféré sur une civière et commence à être examiné. Annie et Lewis ont été interrogés. Annie explique brièvement qu'ils sont perdus et que Brian s'est blessé en tombant sous le sol d'une des sources thermales. Lorsqu'on les place dans la salle de repos, Annie se sent étrangement vide. Elle regarde Lewis, qui boit silencieusement du thé chaud, et réalise que les choses auraient pu se terminer différemment.
Leur sauvetage n'était pas seulement le résultat de leurs efforts, mais aussi un heureux accident. Plus tard, à l'hôpital, Brian se remet lentement. Ses brûlures ont nécessité un long traitement, mais les médecins lui ont assuré qu'il se rétablirait. Il demande souvent des nouvelles d'Annie et de Louis, les appelant ses sauveurs. Cela les touche au plus profond d'eux-mêmes, car, selon eux, ils n'ont fait que ce qu'ils devaient faire. L'histoire se termine par un sauvetage, mais pour chacun d'entre eux, c'est bien plus que cela. Ils ont appris leurs limites et réalisé la valeur de l'amitié et de l'entraide. Annie, Louis et Brian n'ont plus jamais parlé de la randonnée en détail, mais leur lien est plus fort que jamais. Chaque année, les sauveteurs effectuent plus de 2000 opérations de recherche et de sauvetage dans les parcs nationaux des États-Unis. Les causes de la plupart de ces incidents sont superficielles: manque d'eau, équipement inadapté, perte d'orientation ou surestimation de ses propres capacités. Chacun de ces cas nous rappelle que même le voyageur le plus expérimenté n'est pas à l'abri d'une erreur. À première vue, la nature sauvage peut sembler amicale et docile, mais derrière chaque virage du sentier peut se cacher un défi. Un filtre à eau oublié ou un itinéraire mal programmé peuvent transformer une promenade agréable en un combat pour la survie. C'est pourquoi la prudence, une planification minutieuse et le respect des forces de la nature sont les meilleurs compagnons de toute aventure. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez notre chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Écrivez dans les commentaires quel est le moment de votre voyage dont vous vous souvenez le plus, nous serons intéressés d'en discuter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et rendez-vous dans les prochains épisodes.